Alors bonjour, mon nom est Maude Schneider et puis dans le cadre du cours La gestion de classe à l'ère du numérique, je vais vous parler de la pédagogie inversée. Donc les enseignants du collégial sont parfois aux prises avec diverses situations concernant la gestion de classe. Un des problèmes majeurs qu'ils rencontrent, ça concerne l'indiscipline et les difficultés d'apprentissage. Ce type de problème peut constituer une source importante d'anxiété puis affecter leur sentiment d'efficacité personnelle, tout particulièrement chez les enseignants débutants qui manquent parfois de connaissances et d'outils pour affronter ces situations. La gestion de classe est alors souvent décrite comme une activité chronophage qui entrave l'activité prioritaire de l'enseignant, soit celle du développement des connaissances. À cause des impératifs pédagogiques et des pressions académiques, les enseignants privilégient une gestion immédiate des incidents au détriment de la recherche, de l'implication puis de la responsabilisation de chaque élève. Puis ça conduit souvent à des pratiques disparates puis non planifiées. Dans un tel contexte professionnel, un contexte de relations instantanées, d'omniprésence des médias de masse puis de surutilisation du téléphone cellulaire dans les classes, il serait ici question d'exposer une stratégie d'enseignement susceptible de faciliter la gestion de classe, d'augmenter le niveau de motivation des apprenants et même de favoriser la réussite de ceux-ci. Si on veut aborder la gestion de classe, il faut d'abord définir c'est quoi l'indiscipline. L'indiscipline, ça représente un comportement qui potentiellement ou réellement soit interfère avec l'acte d'enseigner, soit dérange l'apprentissage des élèves, soit met en péril la sécurité physique et psychologique des personnes, soit détruit la propriété. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur le concept d'indiscipline, mais Meloche propose une manière de classifier les comportements dérangeants selon les divers aspects du triple rôle de l'enseignant, soit celui d'encadrer, d'enseigner et de vérifier l'acquisition des connaissances. Ces aspects sont donc abordés sous un angle, un aspect en fait relationnel, pédagogique et évaluatif. Donc, si on veut définir c'est quoi l'aspect relationnel, ce sont des comportements qui sont inadéquats qui concernent les relations entre les pairs. Donc, comme exemple, on pourrait prendre des étudiants qui arrivent systématiquement en retard, qui ont une attitude dénigrante envers l'enseignant, puis qui remettent tout le temps en question l'autorité. Au niveau de l'aspect pédagogique, ce sont des comportements inadéquats qui sont liés aux activités qui se déroulent dans une classe. On pourrait rentrer là-dedans comme un manque de préparation des étudiants en amont du cours, un refus de suivre les consignes, un refus de s'investir dans une activité pédagogique. Donc, il y a différentes causes possibles de l'indiscipline au niveau du collégial. On peut parler de difficultés d'apprentissage puis de faible motivation, de crise des valeurs puis de repères sociaux brouillés pour les étudiants, de situations de vie difficiles. Par exemple, dans notre technique de soins infirmiers, il y a plusieurs étudiants qui sont issus de l'immigration, qui viennent entre autres de la Syrie puis qui ont vécu la guerre, donc qui arrivent ici avec un bagage affectif parfois troublé. Les étudiants peuvent avoir manifesté du refus envers l'autorité, avoir un discours erroné sur la réussite académique. Ils peuvent faire preuve de laxisme, puis ils peuvent avoir des attentes non réalistes à l'égard des professeurs, puis il peut y avoir aussi un manque de sens qui sont attribués au savoir enseigné. Puis on comprend que l'indiscipline, ben c'est certain que ça va avoir une influence, une incidence sur la gestion de classe des enseignants, puis ça peut grandement venir affecter leur sentiment d'efficacité personnelle. Donc là, je parle de sentiment d'efficacité personnelle, mais c'est quoi? En fait, je trouve que l'image le représente bien, c'est une façon de se sentir capable d'être efficace. Donc, si on veut une définition plus précise, on pourrait dire que le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants, c'est le jugement porté sur ses propres capacités d'apporter des impacts souhaités sur l'engagement puis l'apprentissage des élèves, autant chez les élèves en difficulté que les élèves qui sont peu motivés. Donc, la qualité des interventions des enseignants est liée au sentiment d'efficacité personnelle puisque celui-ci influence la pensée, la motivation puis le comportement, et ce, peu importe les aptitudes ou le niveau de compétence réel de l'enseignant. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre sentiment d'efficacité personnelle? La réponse est simple. En fait, il faut qu'on soit en mesure d'adopter en tant que corps professoral des cadres de référence communs. Parce qu'en décidant d'adopter un langage commun puis d'optimiser notre analyse en matière de pratique enseignante, ça va nous permettre d'agir plus efficacement sur, entre autres, les problèmes d'indiscipline, puis de cibler de façon réfléchie les conditions essentielles pour favoriser la motivation puis l'engagement des apprenants. Ici, le cadre de référence qui est retenu, c'est le modèle CLASS TTI. Donc, le CLASS, qui est le Classroom Assessment Scoring System, c'est un outil qui permet de mesurer la qualité de l'enseignement sous l'angle de la gestion de classe. Ici, il n'est pas question d'évaluer les compétences de l'enseignant, mais plutôt les interactions en classe qui vont nous permettre de juger du climat de classe.
Le modèle classe comporte 3 domaines bien distincts, puis pour chacun de ces domaines, il existe des dimensions à l'étude. Alors, les 3 domaines sont le soutien émotionnel, le soutien pédagogique et l'organisation de la classe. Et puis, les dimensions, on a le climat positif, la sensibilité de l'enseignant et le respect du point de vue. Pour le soutien pédagogique, on a l'analyse et la résolution de problèmes, l'approche pédagogique, la compréhension de la matière, la qualité des rétroactions et le dialogue pédagogique. Et puis, pour l'organisation de la classe, on a la gestion des comportements et la productivité. Dans le TTI, qui est le Teaching Through Interactions, l'élève est le premier agent de son développement. Il doit donc s'engager puis s'investir. Toutefois, l'enseignant a un rôle déterminant dans le choix puis dans la structuration des activités d'apprentissage. Bien que la gestion de classe ait longtemps été synonyme de gestion des comportements, une vision nouvelle de ce concept semble vouloir émerger. Une vision voulant que la gestion des interactions en classe soit fonction de l'équilibre à atteindre entre l'organisation et les soutiens pédagogiques et émotionnels offerts par l'enseignant aux élèves. On pourrait comparer cette nouvelle façon de considérer la gestion du climat de classe à l'atteinte de l'homéostasie entre les différents systèmes du corps humain. En effet, si par exemple le système cardiovasculaire n'était pas en équilibre avec les autres systèmes, l'organisme, c'est sûr qu'il va expérimenter des carences, tout comme des apprenants qui n'obtiennent pas un soutien émotionnel adéquat. Ce manque se répercutera potentiellement sur le climat de classe, l'engagement puis la réussite des apprenants. Donc, avant de parler du soutien émotionnel, il faut comprendre que les 3 domaines du cadre de référence sont soutenus par des théories sous-jacentes. La théorie de l'autodétermination est une théorie sous-jacente au soutien émotionnel. C'est quoi la théorie de l'autodétermination? Cette théorie postule que tout être humain a une tendance innée à croître et à se développer sur le plan psychologique et que la personne va chercher à maîtriser les défis qui se présentent à elle puis à les intégrer de manière cohérente en fonction de ce qu'elle est. En fait, tout être humain vise à satisfaire 3 besoins qui sont l'autonomie, l'appartenance sociale et la compétence. Donc, l'autonomie, ça reflète le désir d'avoir ses propres choix. Les environnements pédagogiques qui soutiennent l'autonomie encouragent les apprenants à se fixer des buts, à diriger leur comportement puis à choisir leur propre méthode pour résoudre les problèmes proposés, puis influencer positivement l'acquisition des nouvelles connaissances. Au niveau de la compétence, c'est un besoin psychologique qui fournit une source inhérente de motivation pour chercher à mettre de l'avant l'effort nécessaire pour relever un défi. Puis, au niveau de l'appartenance sociale, c'est un besoin qui reflète le désir d'être affectivement connecté puis interpersonnellement impliqué dans les relations chaleureuses. Donc, on constate que dans un climat pédagogique sain, à travers lequel les étudiants sont capables de répondre à ces 3 besoins-là, ceux-ci vont être beaucoup plus engagés dans leur réussite, puis ils vont être beaucoup plus motivés à poursuivre leur chemin académique. Donc, maintenant que les notions relatives au cadre de référence ont été expliquées, on va tenter de comprendre comment la pédagogie inversée peut s'avérer une stratégie pédagogique fort intéressante en matière de gestion de classe. En réalité, la classe inversée vient entre autres répondre à un problème bien réel qui s'inscrit entre autres dans le programme de soins infirmiers, soit celui qu'une proportion importante des étudiants arrivent en classe pas suffisamment préparés. Cette problématique, ça fait en sorte que les enseignants doivent passer la majorité de leurs cours à transmettre des connaissances déclaratives, puis non à favoriser le développement des connaissances procédurales et conditionnelles. On est d'accord pour dire qu'une bonne infirmière, c'est une professionnelle de la santé qui maîtrise pas uniquement des savoirs théoriques. Encore faut-il qu'elle soit capable de faire preuve d'un certain jugement clinique, puis de maîtriser un certain savoir-faire. Donc, la classe inversée, c'est quoi? Il s'agit d'une méthode d'enseignement consistant à inverser puis à adapter les activités d'apprentissage en utilisant en alternance la formation à distance puis la formation en classe. Dans la classe inversée, la matière est livrée au moyen de ressources accessibles en ligne. Par exemple, ça peut être des courtes capsules vidéo visualisées sur YouTube. Et le temps en classe est, lui, consacré à la réalisation de travaux collaboratifs de niveau supérieur. Donc, les notes de cours, les lectures suggérées, puis celles au choix de l'élève, ainsi que les vidéos explicatives qui doivent être consultées en amont du cours, servent de prise de contact puis d'activation des connaissances pour les étudiants. Cependant, toujours avant le cours, il est important de savoir que l'enseignant peut vérifier si l'étudiant a effectué les travaux préparatoires à l'aide, par exemple, de tests formatifs ou de concept tests. Cela permet un certain map tracking des apprentissages, mais aussi des difficultés des étudiants.
Par contre, une fois en classe, l'enseignant peut dépouiller sa présentation des détails mécaniques pour s'en tenir à des explications relatives aux difficultés des étudiants qui ont rencontrées en amont du cours ou encore à la maîtrise des concepts puis de principes beaucoup plus complexes et authentiques pour les étudiants. Parce qu'on se rappelle que si cette pédagogie s'actualise de façon efficace, les étudiants arrivent en classe préparés. L'idée, c'est donc de pouvoir passer davantage de temps en classe à effectuer avec l'enseignant des activités d'apprentissage complexes puis de niveau taxonomique supérieur, mais ça avec un support de l'enseignant. Donc, un des aspects positifs de cette stratégie, c'est que les étudiants qui arrivent maintenant préparés en classe sentent qu'on les considère comme des personnes responsables puis autonomes, qui sont capables de faire des choix signifiants pour eux. On favorise également leur sentiment de compétence puisque les apprentissages de haut niveau taxonomique sont effectués en classe avec la présence, mais surtout le support de l'enseignant. Les étudiants sont donc accompagnés à travers le développement de leurs connaissances, puis moins laissés seuls à eux-mêmes. Ils se découragent ainsi moins facilement devant la réalisation de tâches complexes, ce qui favorise leur sentiment de compétence, puis ce qui les encourage surtout à s'engager, puis à persévérer dans leur réussite. Donc, on comprend qu'on est vraiment ici dans la théorie de l'autodétermination. Donc, la pédagogie inversée s'inspire de plusieurs courants pédagogiques. Le premier courant, c'est le courant behavioriste. Pourquoi? Parce que le travail qui est effectué par les étudiants en amont du cours est segmenté en unités d'apprentissage qui deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure que les étudiants réussissent les opérations. Cependant, il est important de comprendre que dans la pédagogie inversée, la notion de rétroaction, de feedback de l'enseignant est vraiment importante. Le deuxième lien qu'on peut faire, c'est un lien qui s'apparente à l'approche cognitiviste, car l'étudiant n'est pas seulement actif sur le plan cognitif, il l'est également sur le plan de la métacognition. L'accessibilité permanente des vidéos puis des contenus à l'étude permet à l'élève d'accroître progressivement ses connaissances puis de développer sa métacognition dans un environnement choisi, puis selon un horaire personnel, puis selon aussi ses capacités cognitives. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'étudiant peut être invité en amont du cours à réaliser une épreuve diagnostique concernant entre autres ses connaissances actuelles, mais aussi une activité qui va lui permettre une certaine prise de conscience face à son implication dans les activités préparatoires, puis face à son choix de stratégie d'autorégularisation. On pourrait lui demander en fait comment l'étudiant planifie son temps de travail, comment il s'y prend pour réaliser les concepts tests, est-ce qu'il fait des petits résumés des vidéos. Donc ici, on comprend qu'on responsabilise beaucoup l'élève, puis on le rend de plus en plus autonome dans ses apprentissages parce que chaque étudiant est ainsi invité à apporter un regard critique sur sa performance. Maintenant, le dernier lien qu'on peut faire, c'est avec le courant socio-constructiviste, au sens où l'aspect social puis individuel doivent être mis de l'avant dans la construction des connaissances. Puis ça, mais c'est souvent l'enseignant qui va créer des activités très signifiantes, très authentiques pour les apprenants. Puis ça va se faire de façon collaborative. Donc, ils vont faire beaucoup de travaux d'équipe. Donc, il existe 3 dimensions en lien avec le soutien émotionnel. La première dimension, c'est le climat positif. En fait, c'est le reflet du lien émotionnel puis de la relation entre l'enseignant et les élèves. On comprend que la pédagogie inversée s'actualise en 2 temps. Les apprentissages qui sont faits en amont du cours puis ceux qui sont faits durant la classe. Donc, de façon à instaurer un climat positif en amont du cours, l'enseignant doit mettre en place certains indicateurs. Tout d'abord, l'enseignant doit être en mesure d'identifier les objectifs de la leçon puis de présenter la stratégie pédagogique. Donc, la raison du choix de la classe inversée, les processus à suivre, la plateforme utilisée, les bénéfices objectivables de la pédagogie inversée. Aussi, il doit être en mesure de manifester du respect lors de ses échanges avec ses apprenants, soit lors d'échanges par courriel ou sur la plateforme, ou lors de la rédaction de commentaires relatifs aux exercices formatifs demandés. Selon cette même idée, puisque les apprenants doivent effectuer des tâches de façon autonome sur une plateforme informatique qu'ils maîtrisent peut-être pas tous au même niveau, puis qu'ils doivent aussi réaliser des exercices dont le niveau taxonomique augmente au fil de leur réussite, l'enseignant doit communiquer fréquemment puis de façon positive avec ses apprenants. Il doit donc faire en sorte que la distance qui les sépare à ce moment de la relation pédagogique soit uniquement question de proximité physique et non question de support académique.
Maintenant, de façon à instaurer aussi un climat positif durant la période en classe, l'enseignant doit être en mesure d'entretenir des relations positives avec chacun de ses apprenants. Par exemple, comme marqueur de comportement, on devrait s'attendre à ce que l'enseignant favorise des échanges positifs entre lui et ses étudiants, mais également entre ses apprenants qui sont souvent placés en équipe afin de favoriser l'échange des connaissances, puis parfois même des remises en question. Bon, par exemple, ils pourraient travailler sur un schéma intégrateur commun en fonction de leurs connaissances acquises individuellement. Aussi, toujours dans le but de favoriser un climat de classe favorable à l'engagement de ses apprenants, l'enseignant doit manifester un affect positif. Il doit démontrer son enthousiasme face à la pédagogie inversée, bien sûr, mais aussi et surtout face à la matière enseignée. Il doit aussi être en mesure d'expliquer clairement ses attentes, lesquelles doivent nécessairement être positives face à la réussite de ses apprenants. Il doit leur faire réaliser qu'avec une bonne préparation, ceux-ci deviendront suffisamment compétents pour réussir la compétence. Finalement, à travers les activités pédagogiques collaboratives, authentiques, qui sont réalisées en classe, l'enseignant doit toujours favoriser la collaboration entre les pairs, mais aussi reconnaître à la fois que chacun de ses apprenants, ce sont des êtres uniques qui progressent à leur propre rythme. La deuxième dimension, c'est la sensibilité de l'enseignant. Donc, c'est la réponse de l'enseignant aux besoins académiques et sociaux de ses étudiants. La pédagogie inversée nous permet d'être sensible aux particularités de chaque élève. Par exemple, en amont du cours, l'accessibilité permanente des vidéos puis des contenus à l'étude permettent à l'élève d'accroître progressivement leurs connaissances puis de développer leur métacognition dans un environnement choisi selon leur horaire personnel, mais aussi selon leurs propres capacités cognitives. Encore une fois, l'enseignant doit être en mesure de mettre en place des indicateurs favorables. Par exemple, l'enseignant, grâce au map tracking des apprentissages, peut être plus à même de détecter rapidement les difficultés de chaque élève et d'ainsi mieux adapter sa leçon en fonction des difficultés rencontrées en amont du cours. Comme marqueur de comportement, on pourrait voir que l'enseignant est plus à même d'anticiper les problèmes puis de voir les difficultés de ses apprenants. Cette stratégie pédagogique nous permet d'être dans une pédagogie davantage préventive que corrective. Dans une autre ordre d'idée, pendant la période en classe, l'enseignant qui est maintenant conscient des difficultés rencontrées par ses élèves en amont du cours met en place des activités collaboratives hautement authentiques, lui permettant de focusser sur ces mêmes problématiques puis d'approfondir davantage la matière de façon à ce que les étudiants puissent plus facilement accorder un sens et une utilité aux apprentissages faits. De façon, encore une fois, à soutenir cette dimension, il sera envisageable d'observer certains marqueurs de comportement comme le support individualisé maître-élève durant la classe, l'ajustement du temps accordé à une notion en particulier ou encore à un travail d'équipe. Il pourrait réorienter un groupe d'apprenants, guider encore un groupe d'apprenants vers l'atteinte d'un but pédagogique commun. Finalement, toujours durant la classe, l'enseignant qui utilise la classe inversée doit aussi offrir une sécurité puis un confort aux élèves. En effet, si l'enseignant a des attentes élevées, puis il doit aussi être en mesure de réaliser des situations d'apprentissage complexes à travers lesquelles ses apprenants vont probablement être déstabilisés, mais surtout où l'erreur va être permise. Donc, ce genre de contexte pédagogique va favoriser la mise en place de certains marqueurs de comportement tels que des apprenants qui décident de prendre des risques dans une activité proposée, de participer activement, par exemple, dans la résolution d'une histoire de cas complexe, des étudiants aussi qui vont demander conseil puis qui vont aussi aller valider leur perception auprès de l'enseignant. Du côté de l'enseignant, on pourrait voir des enseignants adopter un rôle d'accompagnateur ou encore de guide auprès de son groupe d'apprenants. Donc, concernant la sensibilité de l'enseignant, c'est exactement ce qu'on voit sur la diapositive. Donc, ce qui peut être fait en amont du cours et aussi durant la période en classe. Donc, la troisième dimension du soutien émotionnel, c'est le respect du point de vue de l'apprenant. Donc, c'est la considération du point de vue de l'élève représente le niveau auquel l'enseignant est en mesure de répondre aux besoins sociaux et développementaux et aux objectifs de ses apprenants en offrant la possibilité d'autonomie et de leadership aux élèves. Cette dimension met l'accent à savoir si le contenu de la matière est utile et pertinent pour les apprenants. Donc, la pédagogie inversée nous permet de respecter le point de vue de l'apprenant. Par exemple, en amont du cours, l'enseignant peut se montrer flexible et centré sur les élèves en leur demandant de choisir des capsules vidéo qu'ils trouvent utiles et signifiantes, mais qui sont en lien avec le contenu à l'étude.
En agissant ainsi, l'enseignant démontre une ouverture d'esprit à l'autre puis respecte le choix de ses apprenants. De plus, il peut leur proposer des lectures ou des vidéos qui sont en lien direct avec leur future réalité professionnelle. Donc, par exemple, pour un cours d'éthique, il pourrait proposer des lectures en lien avec le don d'organes ou l'avortement. Comme marqueur de comportement, on pourrait observer que l'enseignant explique la pertinence du contenu à l'étude. Aussi, puisque les élèves doivent effectuer des tâches précises avant la leçon, l'enseignant valorise l'autonomie de ceux-ci. Dans une autre idée, durant la classe, l'enseignant qui n'a plus besoin de revoir en profondeur les connaissances déclaratives peut maintenant mettre en place des activités collaboratives hautement authentiques. Cependant, il doit se montrer flexible et centré sur ses étudiants. Comme marqueur de comportement, on pourrait observer un enseignant qui encourage ses apprenants à donner leur opinion sur une activité précise en fonction de leurs connaissances actuelles. On pourrait également voir un enseignant qui, à travers la réalisation d'un schéma de concept, écoute de façon respectueuse le cheminement de ses étudiants et aussi les liens qu'ils ont tenté d'établir entre chaque concept. Ce même enseignant pourrait aussi respecter le sens accordé par chacun de ses étudiants à la matière enseignée. Il pourrait aussi les aider à donner un sens ou une utilité au savoir en question. Il va aussi favoriser des interactions signifiantes entre ses apprenants. Par exemple, lors d'un travail collaboratif visant la réalisation d'un schéma de concept, il pourrait permettre des moments dans la classe où chaque équipe pourrait venir présenter leur schéma conceptuel. Aussi, il pourrait demander à ces groupes d'apprenants, à partir des connaissances développées de façon individuelle, de réaliser une histoire de cas complexe traitant du sujet à l'étude, puis qui serait susceptible d'expérimenter dans leur future réalité professionnelle. Finalement, puisque les soins infirmiers sont une discipline qui valorise le leadership et le travail d'équipe, l'enseignant qui opte pour la pédagogie inversée devrait inévitablement soutenir puis favoriser le développement du leadership de ses apprenants. Par exemple, toujours dans la réalisation d'un travail collaboratif, on pourrait penser à la réalisation d'une capsule d'enseignement. L'enseignant pourrait demander à ses apprenants de faire preuve de leadership en se séparant les tâches, en réfléchissant de façon critique, en soutenant leur argumentaire à l'aide de données probantes, en faisant valoir leur point de vue de façon respectueuse, puis en assumant pleinement leur rôle au sein de leur groupe de travail. Donc, on constate que dans la pédagogie inversée, la technologie prend beaucoup de place. Donc, il y a des pour, mais il y a aussi des contre. Alors, comme aspect plus positif, la technologie, c'est certain que c'est plus stimulant pour les étudiants que la simple lecture. Ça rend les périodes d'apprentissage beaucoup plus dynamiques. La vidéo permet de condenser davantage d'informations en un moins de temps. Ça permet d'imager aussi des concepts qui sont peut-être plus abstraits puis qui sont plus difficiles de conceptualiser à travers juste un livre. Ça permet des interactions instantanées. Par exemple, des étudiants qui ont des questions puis tout ça sur les travaux préparatoires, peuvent écrire directement sur la plateforme informatique et avoir une réponse quasi instantanée de l'enseignant. Les vidéos sont toujours accessibles, donc les étudiants peuvent visualiser les vidéos à leur propre rythme, peser sur pause, prendre des notes, reculer, avancer, puis le regarder autant de fois qu'ils le veulent. Puis ça permet, comme je dis un peu, un enseignement personnalisé, à un rythme personnalisé aussi. Ça a par contre un envers de la médaille. C'est certain que la technologie, à travers la pédagogie inversée, les étudiants peuvent manquer d'autodiscipline pour regarder les vidéos. Ils pourraient par exemple aller sur YouTube pour voir une vidéo demandée, puis tomber dans la lune, puis aller sur Facebook, aller sur Instagram ou aller visualiser d'autres sortes de vidéos sur YouTube. Les étudiants peuvent être aussi trop passifs devant le visionnement d'une vidéo. Donc, ils peuvent penser que juste par le simple fait d'écouter puis de regarder une vidéo, tout va s'enregistrer dans leur disque dur physiologique. Alors, des fois, ils prendront pas des notes ou ils feront pas des résumés de ce qu'ils ont visualisé. La technologie aussi, c'est pas toujours fiable. C'est sûr qu'il peut toujours avoir des ratés. Donc, ça peut être un peu plus complexe qu'un simple livre. C'est pas tous les étudiants aussi qui ont accès à la technologie. C'est pas tous les étudiants qui ont un ordinateur portable à la maison. C'est pas tous les étudiants qui ont accès à Internet aussi à domicile. Puis finalement, ça prend une bonne maîtrise des technologies. Puis on le sait maintenant, au niveau collégial, il y a plusieurs générations d'apprenants qui sont qui représentent nos cohortes d'étudiants. Donc, on a nos générations C, par exemple, qui sont hyper connectées. Mais moi, dans mes classes, j'ai même des baby boomers qui trouvent ça un petit peu plus difficile.
Alors, pour conclure, démontrer comment un enseignant arrive à établir un contexte dans lequel chaque élève peut atteindre son plein potentiel sur le plan de l'apprentissage et de son développement socio-affectif, c'est vraiment complexe. L'important de se doter d'un modèle de référence commun semble donc indéniable. Dans cette présentation, il y aura été question de présenter, mais surtout de faire des liens entre le modèle TTI Class et la pédagogie inversée. Je pense qu'on peut en retenir qu'utiliser de façon réfléchie et planifiée, cette stratégie d'enseignement peut s'avérer un outil efficace en matière de gestion des comportements en classe puisqu'elle favorise l'autonomie, la compétence puis le sentiment d'appartenance sociale des apprenants. C'est également une stratégie pédagogique qui, à travers un soutien émotionnel adéquat de l'enseignant, valorise le sens accordé aux apprentissages, la perception de compétence de l'élève à accomplir une tâche et la perception de celui-ci face au contrôle de ses apprentissages. Puis ça, on le sait, ça favorise grandement la motivation des apprenants. Lorsque dans une relation pédagogique, l'équilibre est atteint au niveau de ces trois perceptions, les étudiants seront plus enclins à s'engager dans leur apprentissage puis plus motivés à adopter des comportements favorables à leur réussite académique. Alors, merci.